Bon, ça fait bizarre de parler au micro parce que vous êtes juste à côté, mais bon. Euh, donc, comme la dernière fois, on a lancé le mois dernier donc une série de meet-up sur le tourisme durable. Donc, tourisme durable, innovation et entrepreneuriat. Donc, ce sera tous les troisièmes jeudis de chaque mois à 18 h ici. Donc, on changera de thème à l'intérieur chaque mois. N'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous touchent particulièrement sur ces questions, n'hésitez pas à proposer et on adaptera derrière les contenus. Moi j'ai quelques idées, donc je vais commencer à faire un petit planning sur les prochains mois et on mettra ça en ligne parce que pour l'instant je crois que sur l'agenda il n'y a pas trop de sujets sur les prochains. Donc je vais réfléchir, promis. Donc aujourd'hui le sujet c'est la consommation collaborative dans le secteur touristique et le lien avec le développement durable. Ou bien le tourisme collaboratif au service d'un développement durable. Je veux faire le lien un peu entre les deux. Pourquoi faire le lien entre les deux? C'est d'une part, en fin d'année dernière, Airbnb avait sorti une étude en fait, sur l'impact environnemental des hébergements Airbnb. Et Terra Eco m'avait appelé pour m'interviewer sur ça, pour savoir ce que j'en pensais. J'avais un petit peu égratigné Airbnb, parce que je trouvais que c'était un peu facile comme étude. Donc je voulais revenir un peu sur ce point-là. Et après, prendre de manière plus globale en fait, cette question de la consommation collaborative dans le secteur du tourisme et de voir justement est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce qu'on entend aussi sur les dérives de Airbnb et consorts, voire même des acteurs qui deviennent très gros comme Uber. Je ne sais même pas si Uber on peut le considérer encore comme de la conso collaborative. Mais l'idée c'est d'en parler justement de ce lien. Conso collaborative dans le tourisme et développement durable. Donc, pour rappel, je m'appelle Guillaume Cromer, donc je dirige un tout petit cabinet de conseil qui s'appelle ID Tourisme, spécialisé sur la question du marketing touristique et avec un positionnement très tourisme durable qui est un peu notre vision. Pour nous, on ne peut pas imaginer le développement du tourisme sans une vision de développement durable. Ça fait sens. Et donc je travaille avec Benjamin qui est avec moi. Et on vient d'accueillir notre nouvelle stagiaire qui s'appelle Isabelle, voilà, qui a commencé lundi dernier. Et en même temps, j'ai aussi repris l'an dernier la présidence d'un réseau, une fédération française sur les acteurs du tourisme durable, donc ATD. Donc ce meet-up, il est un peu co-brandé ATD, ID Tourisme et Welcome City Lab. Donc n'hésitez pas à réagir, à échanger, on est vraiment là entre nous. J'ai juste un petit souci timing, c'est que j'ai un train à prendre après vers 20 h, donc je ne veux pas trop tarder. Après, je ne pourrais pas trop discuter avec vous. Pour revenir sur ce qu'on peut appeler un peu le tourisme collaboratif, donc cette consommation collaborative appliquée au secteur du voyage et du tourisme, revenir sur les bases, un voyage c'est 4 éléments au final. C'est les transports, donc la mobilité, c'est l'hébergement, c'est la restauration et c'est la découverte des territoires, les rencontres, l'expérience pour le visiteur. Et en fait, en reprenant ces 4 éléments, on peut retrouver des acteurs aujourd'hui, des startups de la conso collaborative qui se sont intégrés en fait sur chacun des éléments de ce voyage au final que chaque client peut faire. Donc bien sûr, un voyage aujourd'hui, c'est soit on passe par un tour opérateur ou même par une agence d'intermédiation comme celles qui se sont créées ces dernières années, ou pas. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de voyager en solo. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir majoritairement aujourd'hui pour les acteurs de la conso collaborative, c'est quand même pour ceux qui voyagent de manière individuelle ou entre potes et qui se débrouillent en fait pour partir. Bien sûr, dans le secteur du tourisme et du voyage, Internet a quand même chamboulé pas mal de choses. Les acteurs traditionnels ont eu quand même pas mal de difficultés et ont encore pas mal de difficultés à comprendre et à s'adapter à ça. On voit encore des articles
Et Isabelle, elle était sur pas mal de sites internet aujourd'hui de Réceptif France pour voir un peu comment ils pouvaient travailler. Et c'est vrai que le niveau de la qualité des sites web, c'est quand même un peu difficile. Et nous qui travaillons pas mal sur les questions de développement durable, on allait souvent voir les syndicats des voyagistes, donc le SNAV et le CETO. Et souvent, on essayait de les convaincre de pousser leurs membres à intégrer les enjeux de développement durable. Et eux, souvent, leur réponse était il faudrait déjà qu'ils s'adaptent à Internet. Donc, c'est vrai que c'était forcément un peu compliqué d'échanger. Et Internet a fait pas mal de dégâts sur le secteur. On le voit même dernièrement, pour ceux qui connaissent, QONI vient d'arrêter le métier de tour operating. C'était là hier ou avant-hier. Et donc, ils sont en train de complètement faire évoluer leur business model aussi sur ces questions-là. Donc, je ne sais pas si Internet est à l'origine de tout ça. En tout cas, c'est sûrement lié un petit peu. Donc, tout le monde ne s'est pas mis à jour. Erreur 404 sur pas mal d'acteurs. On a vu aussi des acteurs du voyage, du tourisme qui ont eu qui ont fait banqueroute derrière. Hein. Et on entend encore aujourd'hui des acteurs du voyage et du tourisme qui disent « Internet n'est pas dans ma priorité ». On l'entend encore. Dommage. Or, bien sûr, la société aussi évolue. La consommation collaborative, c'est aussi, avec Internet, sans Internet, la conso collaborative, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est clair qu'on a une vraie évolution. Et c'est quoi ces 2, 3, 4 dernières années on en entend quand même énormément parler, avec tous les bouquins aussi dernièrement qui sont sortis de Anne-Sophie Novelle et consorts, tout le réseau WeShare qui a quand même pas mal fait de bruit aussi ces derniers temps. On a vu émerger quand même énormément de boîtes dans tous les domaines, clairement dans tous les domaines. Après, comme l'a dit dernièrement dans un article, je crois que c'était Marc-Arthur Gauthier qui disait ça à WeShare, qui avait écrit un article qui disait tous les business de conso collaborative ne fonctionnent pas. Et donc il y avait un article, je crois que c'était en anglais, c'était j'ai besoin d'un trou dans mon mur, j'ai pas besoin d'une perceuse. Je vous retrouverai l'article, mais c'est assez intéressant comme article. Là dernièrement, il y a Jeremy Rifkin qui a sorti son nouveau bouquin. Et juste le début de son bouquin, le bouquin est très lié sur tout ce qui est conso collaborative. Il dit que les règles du grand jeu de l'économie mondiale sont en train de changer. Le capitalisme se meurt et un nouveau paradigme qui va tout bousculer est en train de s'installer, les communaux collaboratifs. Donc c'est une nouvelle économie collaborative qui se développe où la valeur d'usage prime sur la propriété déjà très implantée avec l'autopartage, le crowdfunding, les AMAP, couchsurfing, etc., etc. Donc bon, Jeremy Rifkin, suite à la troisième révolution industrielle, qui était son bouquin d'avant, où il expliquait que demain on allait faire du peer-to-peer avec sa propre énergie qu'on réalise chez soi et qu'on va pouvoir la transmettre aux voisins qui en ont peut-être besoin, etc. Et qu'on va se partager en fait plein d'éléments, dont l'énergie. Ben, il allait encore plus loin en expliquant que c'était juste ça, une partie d'une révolution complètement de l'économie. Et donc, qu'au final, on est un peu à la fin du capitalisme, ou du capitalisme comme on le connaissait, et qu'on va aller vers quelque chose d'autre. Et ça va être une de mes réflexions après sur la question du tourisme. Donc, je ne vous rappelle pas les acteurs qu'on a sur la conso collaborative, sur les différents éléments. Donc pour se déplacer, vous en connaissez plein, là j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Blablacar, Drivey, Buscar, D-Ways sur les questions d'autopartage et de covoiturage, Darjeeling pour mettre en compétition des flight hackers et essayer d'avoir un vol encore moins cher. Je loue mon camping-car, on peut partager du jet privé et on peut louer aussi et partager du bateau avec sail sharing. Donc on a quand même une offre assez large aujourd'hui sur ces questions de mobilité. Ce que je répète pas mal et que je vais dire à la fin aussi,
c'est intéressant aussi de se poser la question comment aujourd'hui ces questions de ces acteurs de la mobilité un peu collaborative, comment ils vont intégrer demain en fait des acteurs plus classiques du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu je sais pas, un office de tourisme travailler avec un Drivey ou avec un Blablacar en coopération. Alors qu'il y aurait peut-être un intérêt pour aller sur certains sites touristiques pour des gens qui n'ont pas de bagnole. Et on pourrait se poser la question de ça, et je pense que si on continue dans cette logique-là, ça devrait venir. Enfin, j'espère que ça viendra un jour. Donc pour se loger, c'est pas ce qui manque en conso collaborative. Airbnb, Bedicasa, Vindu, Troc Maison, Cosmopolitan Home, Mr. BNB, Couchsurfing, quand je campe dans mon jardin et Gust to Gust. Et encore, il y en a plein d'autres. Si vous allez sur les sites qui répertorient l'ensemble des propositions, c'est pas ce qui manque. Après, on pourra en discuter après de l'évolution entre les acteurs liés complètement à la gratuité comme Couchsurfing, les acteurs qui sont passés sur une vision plus liée au commercial comme Airbnb ou Bedicasa, et derrière, aujourd'hui, sur ce qu'on appelle du night swapping avec Cosmopolitan Home, où derrière, en fait, quand vous hébergez quelqu'un chez vous, vous gagnez des nuitées et vous pouvez rééchanger ces nuitées pour aller dormir chez quelqu'un d'autre qui fait partie de cette communauté-là. Donc quel est l'outil au final qui répond le mieux peut-être au développement durable dans l'hébergement collaboratif? Bon, pour se restaurer, je sais que Cocooning est un peu en mode pause, mais il y a quand même eu des actions sur le fait d'aller déjeuner ou dîner chez l'autre et créer justement aussi cette rencontre qui va être importante dans le voyage. Donc voilà, après, sur la restauration, c'est pas là où il y a le plus d'acteurs, mais en tout cas, il y a des initiatives intéressantes qui sont nées. Et après, pour découvrir et rencontrer l'autre, pas mal de choses qui sont aujourd'hui bien développées ou en développement. Donc bien sûr, pareil, le gratuit Global Greeter Network, donc tout ce qui est lié aux greeters, avec à Paris les Parisiens d'un jour. D'autres initiatives, même de balades participatives à Paris, du SAS Visite, comment ça s'appelle Paris par rue méconnue, ou d'autres qui font quelques propositions de balades participatives. Après, on a des acteurs comme Viable, Good Spot, qui vont justement permettre en fait la mise en relation entre des gens passionnés de territoire et des touristes. Et notre startup qui est ici, tu m'en as parlé avant, c'est Guy Like You. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs aussi sur ce marché-là, qui est pour moi assez intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et après, il y a des sites comme Backpack Mojo, Trip & Co qui permettent de partager aussi l'ensemble du voyage que les gens vont faire. Et limite, c'est peut-être demain presque des concurrents, entre guillemets, des tour opérateurs, parce qu'ils vont donner en fait toute la production de leur voyage. Et ils vont dire, moi j'ai fait ça, j'ai pris d'abord ce moyen de transport, après j'ai utilisé, j'ai visité ce musée, après j'ai mangé là, après j'ai été là, etc., etc. Ça prend plusieurs jours, donc en final ils vont donner leur production donc, en open source pour dire à tout le monde, moi j'ai fait ça, ça m'a coûté tant, ça c'était bien, ça c'est à changer, ça c'est bien. Donc on pourra en parler si vous l'avez utilisé ou pas en tant que consommateur ou en tant que professionnel. Et après, il y a les sites plus classiques comme Foursquare, TripAdvisor, que tout le monde connaît. Sachant que là, quand on revient après sur les questions de développement durable, on sait que maintenant sur TripAdvisor, ils ont un filtre green maintenant, qui s'appelle le programme Eco-Leader en français, Green Leaders en anglais, et qui, tous les hôteliers en fait, peuvent répondre à des critères pour voir en fait s'ils respectent bien certains points sur les questions environnementales. Et derrière, s'ils rentrent bien dans les critères, et ils peuvent être sur quatre paliers entre bronze et platinum. Et donc le client, si demain il décide je cherche un hôtel à Paris de telle date à telle date, il peut filtrer uniquement les hôtels green. Et derrière, en fait, vont se classer après de l'hôtel le plus investi sur l'environnement jusqu'au moins investi.
Et après, le client peut très bien rajouter d'autres filtres, comme le prix, le positionnement, le géographique, etc., etc. C'est intéressant parce que pour les acteurs du tourisme qui sont investis sur le tourisme durable, ça permet de peut-être faire évoluer justement l'intérêt marché de s'intégrer dans le green, et pas simplement de le faire pour la planète ou pour l'homme, entre guillemets. Donc la réaction qu'on a pu avoir des acteurs plutôt traditionnels, c'était souvent j'en ai marre, ils me font chier ces gars qui sont en train de hacker un peu le système. On l'a eu bien sûr avec les taxis, les VTC, vous le savez très bien. On l'a eu avec combien de syndicats hôteliers. On l'a vu avec le film du syndicat hôtelier américain qui a cassé Airbnb. Je ne sais pas si vous avez vu ce film magnifique où derrière ils disent n'utilisez pas Airbnb parce que derrière vous allez avoir des puces de lit. Les photos correspondront pas du tout à ce que vous allez retrouver parce que le film est assez bourrin quand même pour essayer de casser les acteurs comme Airbnb. Bon, vu les chiffres, ça n'a pas trop l'air d'avoir marché. Donc la question que j'aimerais moi poser, c'est est-ce que ce type de tourisme, est-ce qu'il est aujourd'hui au service d'un développement durable? Le développement durable, c'est quoi? C'est ces trois piliers, l'environnement, l'économie et le social, la société. L'économie, créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles, à la fois des salariés, des partenaires, des entreprises, des populations locales. Environnement, préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques. Et la société, satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion et équité intergénérationnelle. Est-ce que le tourisme collaboratif, de manière très globale, il répond aujourd'hui à ces enjeux-là? C'est ce que je l'expliquais la dernière fois. Ce qu'on appelle le tourisme durable, c'est simplement ces enjeux-là appliqués à l'ensemble du secteur du tourisme. Donc ça veut dire qu'on a l'Organisation mondiale du tourisme, c'est le département tourisme des Nations Unies, qui a rédigé une définition plus ou moins officielle où derrière ils expliquent c'est quoi le tourisme durable. Donc pour faire simple, les principes de développement et les méthodes de gestion du tourisme durable sont applicables à toutes les formes de tourisme et à tous les types de destinations, y compris le tourisme de masse et les divers segments spécialisés. Les principes de développement durable concernent les aspects environnementaux, économiques, socioculturels du développement du tourisme et le but est de trouver le juste équilibre entre ces trois dimensions. Et donc derrière, on a les trois piliers. Faire un usage optimal des ressources environnementales qui sont un élément clé du développement du tourisme. Respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, conserver leur patrimoine culturel bâti et vivant, et garantir des activités économiques viables à long terme en apportant à tous les acteurs des retombées socio-économiques équitablement réparties, notamment des possibilités d'emploi, de revenus stables, des services sociaux aux communautés d'accueil, en contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est la définition officielle de l'Organisation mondiale du tourisme sur la question du tourisme durable. Donc moi, je voulais corréler en fait les acteurs aujourd'hui et ce que font les acteurs du tourisme et du collaboratif et cette vision du tourisme durable. C'est marrant parce que encore aujourd'hui, il y a eu une prise de position des Nations Unies sur la question du tourisme durable qui doit être et peut être largement un outil de lutte contre la pauvreté et de préservation environnementale. Donc de plus en plus, l'Organisation mondiale du tourisme et les Nations Unies se positionnent en fait pour dire que le tourisme se doit réellement de répondre à ces enjeux-là demain. On n'a pas le choix. Et quand on sera à la COP 21 en décembre prochain, on va en parler encore plus, mais beaucoup plus sur la question du climat. Donc on peut aujourd'hui se poser des questions aussi de prendre vraiment le tourisme de manière complètement globale et de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution de ces formes de tourisme, du tourisme collaboratif, est-ce qu'on répond bien aujourd'hui à ces enjeux-là? Ou est-ce qu'on crée d'autres problématiques? Donc là, ce que je vous disais, c'était donc le 30 octobre 2014, Terra Eco avait rédigé un article suite à une étude d'Airbnb Monde sur leur impact environnemental. Et donc Airbnb Monde disait qu'au final,
bah, ils étaient hyper green par rapport à du tourisme plus classique, de l'hôtellerie classique. Donc derrière, il y a eu cet article, vous pouvez le retrouver sur Internet, hein, il est ouvert. Airbnb se rêve en écotouriste. Et donc derrière, on a quelques... C'est bon. Donc on a quelques chiffres. Donc voilà, l'impact environnemental du home sharing dans les villes à travers le monde. Donc on a des chiffres clés. Donc là, par rapport à l'énergie, ils expliquent que en Amérique du Nord, les propriétés d'Airbnb consomment moins d'énergie que les hôtels, de 63% pour l'Amérique du Nord et jusqu'à 78% pour l'Europe. Derrière, il fallait gratter un peu l'étude aussi pour comprendre en fait qu'ils ont comparé des chambres, enfin des propriétés des chambres en fait Airbnb avec des hôtels plutôt du upscale 4 étoiles quoi. Donc derrière, c'est plutôt malin, on va dire, pour être gentil, d'avoir fait cette étude-là, parce que derrière, forcément, c'est sûr qu'en comparant toutes les propriétés en fait, des mecs qui ont des Airbnb chez eux, avec des hôtels 4 étoiles, c'est sûr que ça consomme bien moins d'énergie. Hein, et tous les lobbies, les fournitures qu'il peut y avoir en fait, dans les hôtels 4 étoiles, forcément, ça impacte énormément. Et je me demande aussi comment ils ont pris en compte, si par exemple, il y a un service restauration aussi dans l'hôtel et dans un hôtel 4 étoiles, s'ils prennent en compte tout l'hôtel avec le resto, forcément, hein, en termes d'énergie... Ça dépote quoi. Donc la comparaison elle est un peu facile. Et donc pareil derrière après ils ont montré que voilà il y a une économie beaucoup plus forte sur la réduction en fait de l'énergie. Idem après donc sur les gaz à effet de serre, donc les greenhouse gases, pareil 61% de moins d'émissions de gaz à effet de serre pour l'Amérique du Nord et 89% de moins pour l'Europe. Donc voilà, après ils ont continué, ils ont déroulé hein, tout leur truc aussi sur l'eau avec 12% en moins pour l'Amérique du Nord et 48% pour l'Europe. Ils ont fini par les déchets et par la sensibilité des clients. Et donc ils expliquaient que les clients, les clients de chez Airbnb, ils étaient beaucoup plus sensibles, ou même ceux qui accueillaient étaient beaucoup plus sensibles à l'environnement que les hôteliers. Ça, je veux bien le croire. Donc voilà, là ils expliquaient aussi après, tout à la fin ici, en fait que les gens qui restaient en fait dans des hébergements Airbnb, ils étaient de 10 à 15% de plus à utiliser les transports en commun et le vélo plutôt que des clients qui allaient en hôtel. Donc, leur étude est assez intéressante. Je pense qu'il y a des choses qui sont crédibles, comme ça par exemple, comme la sensibilité sur le développement durable de la part des personnes qui vont accueillir, qui ont un Airbnb chez eux. Mais derrière, c'est quand même assez très malin d'avoir quand même comparé avec des hôtels plutôt upscale que des peut-être 2-3 étoiles, on va dire quoi. Mais dans tous les cas, ils ont ouvert en fait la porte à la réflexion de se poser la question, est-ce que des acteurs de l'hébergement collaboratif sont moins impactants derrière que des hôtels classiques. Et aussi, ce qu'ils disaient dans l'étude, c'est que les gens qui vont dans du Airbnb restent plus longtemps que des gens qui vont en hôtel. Donc ce qui est aussi positif par rapport à l'impact environnemental de ces personnes-là. Donc ça continue. Et donc derrière, ils ont aussi lancé tout ce qui est inclusif, tout ce qui est dépense au final des consommateurs sur les territoires, et qui était positif. Donc derrière tout ça, on peut aussi se poser la question sur ce pilier économique. Et là, il y a un article vraiment assez intéressant d'un gars qui s'appelle William Van den Broek, et qui a écrit donc, sur le site de WeShare Magazine, à qui profite l'économie collaborative. Et il a un petit peu... Donc c'est un mec qui a lu Piketty, donc Le Capital, et derrière il s'est posé la question, est-ce que
Voilà, est-ce que derrière, l'économie collaborative répond bien à essayer peut-être de redistribuer peut-être une économie de manière un peu plus équitable sur les différentes populations que naît peut-être l'hôtel. Et donc, il disait, voilà, si l'usage prime pour les uns, alors la possession n'en aura logiquement que plus de valeur pour les autres. Ça veut dire que si on a cette capacité à acheter une bagnole ou acheter un appart, après on a cette capacité de lui donner de la valeur, parce qu'on va pouvoir relouer derrière à des gens via la conso collaborative, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que ça n'existait pas forcément. Sa bagnole, c'était direct un trou financier, quoi. Parce que, on le sait, voilà, on l'utilise 5% de son temps et 95% de son temps, la bagnole, elle dort. Avant, c'était un trou, point. Aujourd'hui, on peut peut-être limite se poser la question, comment je peux revaloriser ma bagnole en la mettant en location sur les différents sites d'autopartage. Et ça n'existait pas avant. Donc il y a peut-être une vision de redistribution du capital. On voit que la hausse du rendement du capital profite avant tout aux classes moyennes, ce qui semble donc aller dans le sens d'une diminution des inégalités de revenus, au moins entre ces dernières et les classes supérieures. Potentiellement, les classes moyennes, elles ont cette capacité à acheter un appart et une bagnole et d'autres choses, et donc de créer encore plus de valeur avec ces objets, entre guillemets, là. Moins après pour les bas revenus, mais les bas revenus ont cette capacité à faire que grâce en fait à la conso collaborative, eh ben, ils ont accès à des choses qu'ils n'avaient pas forcément accès avant. Donc au final, c'est plutôt positif au niveau économique. Ça veut dire que les bas revenus, ils ont la possibilité d'avoir un accès, pourquoi pas même, à ce qu'on appelle en français le tourisme social. Ça veut dire qu'il y a une accessibilité au voyage peut-être pour tous, qui a été améliorée grâce au tourisme collaboratif. Potentiellement, on peut expliquer ça comme ça. Limite, en allant très loin, on peut même se poser la question, est-ce que c'est pas à cause de ça que les centres de vacances classiques se cassent la gueule parce que les gens ils consomment différemment du tourisme social? Là, j'extrapole, hein, je ne sais pas du tout, je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais on pourrait poser le doigt là-dessus aussi. C'est peut-être aussi parce que ces mecs-là sont très mauvais et qu'ils n'y arrivent pas. C'est aussi une potentialité. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et cet article met quand même en lumière des choses. Et derrière, bah, y a forcément, on le sait, il y a eu des dérives. Voilà. Et Airbnb disait, là, le 23 août 2014, Airbnb livre l'identité d'une centaine de loueurs d'appartements qui ne respectaient pas forcément les règles qui étaient posées, qui étaient quand même que ce soit ton appart, que derrière ce ne soit pas un business de le faire. Et donc 124 utilisateurs new-yorkais ont ainsi été divulgués à la justice après une longue bataille juridique où ils ont balancé les mecs qui faisaient ça purement pour le business. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils se doivent aujourd'hui d'être hyper attentifs par rapport à cette question-là, parce que les territoires, les destinations, l'impact sur l'inflation aussi des prix dans certaines zones, ils vont être très regardants là-dessus. Et le pilier social derrière tout ça, est-ce que derrière, à la fois sur de la restauration, sur ce qu'on a vu avec les acteurs, les startups qui sont plus à essayer d'amener à la rencontre, aux balades participatives, à essayer de... Voilà, est-ce qu'on répond bien en fait à cet enjeu qui est d'améliorer la rencontre entre les gens, entre les cultures? Et on sait très bien là quand même depuis une semaine que ça va être quand même très important et que là le rôle du tourisme a un rôle hyper important, c'est d'essayer de faire se rencontrer les gens, les cultures pour apprendre à se connaître et pas chacun rester dans son coin parce qu'on a besoin d'apprendre de l'autre. Et ça, les acteurs de la conso collaborative ont un rôle hyper important là-dedans. Donc c'est vrai qu'après, sur les hébergeurs, si on dérive sur des choses qui sont simplement tu pourras récupérer ma clé là dans une boîte aux lettres qui est un petit peu derrière, tu le diras à personne, et tu remettras les clés quand tu repars, le lien social et la rencontre, elle n'est plus forcément là, quoi. Donc on perd peut-être ce côté pilier social qui est justement important. Autre point qui est important sur le pilier social et sociétal, c'est de valoriser aussi les patrimoines locaux.
Et peut-être que derrière, en fait, du fait que les acteurs de la conso collaborative ont envie quand même de valoriser certaines personnes, ce que certaines personnes font, comme par exemple sur Goodspot ou Viable, l'objectif c'est quand même de rencontrer une personne qui fait quelque chose de particulier. Donc on est à valoriser aussi ces personnes-là, qui valorisent peut-être un patrimoine. Et peut-être que derrière, en fait, la conso collaborative dans le secteur du tourisme, on va peut-être permettre de lutter aussi comme une certaine Disneylandisation du monde. C'était le nom d'un bouquin de Madame Brunel il y a quelques années, qui expliquait que voilà, petit à petit, avec la mondialisation et le voyage, on commence à avoir la même chose partout. Et c'est pas l'objectif. On voudrait quand même essayer, le jour où on va aller dans certains pays, c'est de retrouver quand même des caractéristiques spécifiques à ce pays-là. Et peut-être que les acteurs de la conso collaborative vont dans ce sens-là. Et après, aujourd'hui, toutes ces startups qui sont dans ce milieu-là, on est quand même principalement sur des boîtes qui sont liées aux pays du Nord. On commence à avoir des offres de Airbnb et consorts, même en Inde, en Afrique et tout ça. Ça commence à venir, mais c'est pas. Ça reste encore des gens qui sont CSP+ dans ces pays. Oui, oui, dans ce pays-là, je pense que c'est un peu complexe. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien se poser la question demain d'avoir, pourquoi pas, des gens, si bien sûr il y a un accès à Internet. C'est souvent un problème dans certains villages. Mais on pourrait très bien imaginer, nous, quand on a accompagné des petits villages en fait au Bénin, par exemple, on pourrait très bien imaginer que ces gens-là foutent leur case sur Airbnb. Why not? Et derrière, ça pourrait justement leur apporter un des trucs où ils galèrent énormément, c'est l'accès au marché. Parce qu'en fait, combien de projets de tourisme communautaire, donc c'est les communautés locales en fait qui se regroupent pour bosser ensemble et essayer de gérer eux-mêmes leur développement touristique. Si ces gens-là demain, ils ont cette capacité en fait à aller sur le net et à foutre des cases sur Airbnb, peut-être que derrière ils vont avoir un accès au marché beaucoup plus facilité que quand un stagiaire vient pendant 3 mois pour leur faire un site web et que derrière eux ils n'ont pas la capacité à le modifier derrière, ce qui est souvent le cas. Donc il y a peut-être aussi une avancée potentielle pour ces acteurs-là et ça peut être peut-être potentiellement intéressant. Donc quelle dérive à éviter derrière tout ça? La question qu'on peut se poser, c'est que si tout le monde le fait demain, si nous tous, on se met en fait à louer notre bagnole, proposer aux gens de venir manger à la maison, proposer une chambre à louer, etc., est-ce que ça ne va pas avoir un impact et une révolution même sur l'économie classique? Je pose simplement la question, est-ce que ça va complètement tout chambouler et que derrière on va passer vraiment à une économie complètement différente? Est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que la conso collaborative doit simplement rester une vision parallèle en fait? Parce que derrière, ça voudrait dire moins d'hôtels, moins de restos, moins de loueurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est bien? C'est très lié à la vision générale, à l'éthique, mais on pourrait se poser cette question-là. Inflation, j'en ai parlé. L'inflation peut impliquer demain des déplacements de population aussi. Parce que c'est trop cher pour moi. Bon, je suis obligé d'aller vivre un peu plus loin, etc. C'est le cas à Paris, mais c'est le cas dans plein de zones qui ne sont pas forcément liées à la conso collaborative, mais qui sont liées simplement à un grand développement touristique en fait, dans les centres anciens en fait, des villes. Et derrière, les gens, les locaux, ils n'ont plus cette capacité à dormir et à acheter un appart ou une maison dans ces centres. Ou bien derrière, ils vont voir en fait, des investisseurs qui vont dire « je te rachète ta maison », ils vont dire « carrément tout de suite », parce que pour eux, c'est une somme énorme. Mais peut-être que avec le développement de cette conso collaborative, peut-être qu'il va y avoir de l'inflation parce qu'il y a des investisseurs qui vont vouloir acheter énormément d'apparts. Donc c'est pour ça où là, la responsabilité au final des acteurs de la conso collaborative sont de faire hyper gaffe à ça. Ça fait partie de leur responsabilité sociétale, donc ce qu'on appelle la RSE. Et après, une question plus globale, la conso collaborative permet quand même de réduire des coûts pour les touristes et donc peut-être de voyager plus, de faire plus de week-ends, de faire plus de courts séjours, d'augmenter le nombre de voyages,
d'augmenter le nombre de courts séjours en avion aussi, potentiellement, parce que les coûts sont plutôt relativement accessibles. On en discutait avant, il est remonté, mais avec, c'est quoi son Twin, je sais plus le nom. Simkey. Donc voilà, Simkey, bon, il va peut-être présenter après sa boîte, mais l'objectif pour lui, c'est de proposer en fait à partir d'un tarif budget d'une personne ou d'un groupe, de dire voilà, j'ai 600 € et je veux aller à Istanbul de telle date à telle date. Et lui, il va, grâce aux algorithmes et aux partenariats avec plusieurs acteurs de la conso collaborative et de l'économie classique comme la SNCF et d'autres, il va essayer de trouver des propositions de séjour qui rentrent dans le budget en mettant, voilà, bah, c'est bon, à Istanbul, Opodo te propose cet avion et après sur place tu peux aller dans un appart Airbnb qui te coûte tant et il te propose directement la solution. Mais toutes ces solutions font qu'au final on va trouver des possibilités de voyager toujours plus facilement à des coûts moindres, ce qui veut dire aussi climat, quoi. Parce qu'un déplacement, à la fois en bagnole ou en avion, ça a un impact fort quand même sur le climat. Et donc on peut se poser aujourd'hui cette question, est-ce qu'au final le développement de la conso collaborative dans le tourisme ne va pas à l'encontre de ces enjeux climat dont on va parler à la COP21 en décembre? Je pousse un peu peut-être loin, mais on peut se poser la question et j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là, ce que vous en pensez. Donc comment ces boîtes, ces startups, elles peuvent faire pour essayer de respecter ces enjeux-là? La première question, c'est déjà qu'elles comprennent les enjeux du développement durable et qu'elles se posent les questions très tôt de se dire, moi, dans ma boîte, c'est quoi mes enjeux face au développement durable? Et donc d'essayer de se poser la question d'avoir une politique de responsabilité sociétale. J'aimerais bien voir demain des Airbnb, des Bedicasa, des Blablacar avec une politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. À l'époque, moi, quand j'avais Nicolas Ferrari de Airbnb France, on l'a invité à une conférence. Lui, il avait simplement lu la définition de tourisme responsable et il disait ça correspond, c'est ce qu'on fait. Mais sans avoir derrière des actions précises, en se disant attends, cette partie prenante, je bosse comme ça avec elle, peut-être que je peux améliorer la relation avec eux. Mais d'avoir des vrais enjeux sur ces questions et de se positionner clairement. Dire bon, là on n'est peut-être pas bon parce que ça a un impact, peut-être que pour réduire cet impact-là, je pourrais faire telle ou telle action. Donc s'impliquer, bon là je prêche pour ma parole, mais s'impliquer dans des réseaux professionnels afin de peut-être de rencontrer d'autres acteurs qui sont très impliqués pour essayer de se dire peut-être que demain je vois que ce groupe hôtelier fait ça pour l'environnement, peut-être que ça peut apporter à d'autres acteurs de la conso collaborative. Et d'essayer d'échanger avec ces acteurs et pas d'être simplement en fait entre start-upers, mais d'échanger avec des acteurs classiques qui ont peut-être des choses intéressantes. Ce qu'on se disait avant avec Nicolas, c'est que potentiellement on pourrait très bien imaginer qu'un Bedicasa, un Airbnb ou un autre réseau d'hébergeurs propose en fait à ces hébergeurs des solutions pour réduire leur consommation énergétique ou leur consommation d'eau. Parce qu'ils ont quand même un énorme réseau. Donc derrière, ils pourraient très bien marchander avec... je sais pas, la dernière fois, on parlait un peu des douches intelligentes, potentiellement, d'essayer de marchander avec un gars qui propose des douches intelligentes. Ça veut dire qu'ils réduisent au maximum, optimisent au maximum en fait, les consommations d'eau dans les douches, à ses membres. Derrière, comme ça, il y a un enjeu qui est vraiment pris dès le départ. Et peut-être que ça intéresserait aussi ces hébergements qui ne sont pas juste des hôtels bis, mais qui sont aussi des gens qui dorment là-bas. Donc peut-être que ça peut les intéresser d'avoir une offre très peu chère pour quelque chose qui sera rentabilisé très vite pour eux. Investir dans des projets plus philanthropiques au service d'un développement durable du secteur, pourquoi pas? On peut très bien aussi se poser la question de ça. Et après, ce que je disais dès le départ, c'est pourquoi pas créer des partenariats gagnant-gagnant avec des professionnels plus traditionnels du secteur. À voir comment, mais il faut que ce soit win-win. Mais aujourd'hui, des offices de tourisme, des CDT, des CRT, moi je pense qu'il y a vraiment des liens gagnant-gagnant à faire, même avec des sites touristiques. Avec des sites touristiques pour justement permettre de... surtout sur les questions de mobilité, par exemple. Sur les questions de mobilité, il y aura des choses à faire. Donc voilà un peu moi
les questions que je pose sur cette question de comment elles peuvent faire pour répondre aux enjeux du développement durable. Mais surtout, j'aimerais vous entendre réagir par rapport à ce que j'ai raconté. Savoir si je suis complètement dans le faux, que j'ai halluciné la nuit dernière, ou est-ce qu'il y a des trucs qui font écho peut-être à certaines de vos réflexions, et derrière qu'on puisse un peu échanger là-dessus, parce que le but c'est un peu que ce soit un meet-up, mais aussi un petit peu un World Café, qu'on échange, qu'on discute, pour que j'ai un peu quelques réponses aussi par rapport à mes réflexions dans ma tête, histoire que je dorme correctement cette nuit. Vous avez des questions? J'ai fini, j'ai plus rien à dire. Enfin, pour l'instant. Qui a des réactions? Oh, il faut que j'aille tout là-bas. C'est bon? Ça. Je l'ai pas forcément non, vu ou analysé. Enfin, je suis très PC, moi, je suis un old school. Mais c'est intéressant. Je vais creuser. Je vais creuser quand même cette réflexion parce que ça doit être assez intéressant. Hein. Ouais, ouais. Mhm. C'est intéressant. Jean-Marc, en tant qu'économiste, tu veux. Oui, moi je voulais réagir quand tu as parlé des hôtels. Alors effectivement, peut-être que l'étude a été un petit peu biaisée. Il y a peut-être un décalage par rapport à des niveaux de classe, mais bon, moi je rentre d'Afrique, hein, comme tu le sais. En Afrique centrale, en tout cas, l'énergie est un poste énorme. C'est au moins 25% d'éco-fixe. Donc c'est clair que l'hébergement en ambiance domestique est forcément beaucoup moins consommateur. Et c'est un problème général de toute façon pour toute l'hôtellerie. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si je travaille sur un projet d'hébergement touristique autonome, enfin quasi autonome en énergie en Espagne actuellement, parce que ça va être un problème majeur pour toute l'industrie touristique. Comment faire pour dans 20 ans avoir des hébergements touristiques quasi autonomes? Il n'y a pas d'autre solution que d'investir énormément. Donc la solution d'hébergement en ambiance domestique est peut-être une transition, mais soyons clairs, hein, c'est pour une niche. Voilà, c'est ultra à la marge de toute façon. Et sinon, tous les points que tu as cités, il faudrait réagir un quart d'heure. On est là pour ça, on a encore un peu de temps. J'ai pas mon train tout de suite, hein, c'est bon. D'autres réactions? Sinon Jean-Marc il va discuter. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de contrainte.
Non, c'est clair qu'aujourd'hui, et c'est ce qui était dit dans l'article de Terra Eco à la fin, c'est qu'il disait justement que oui, que les hôteliers, il y en a quand même de plus en plus aujourd'hui qui se bougent sur ces enjeux-là par rapport à l'environnement. Et c'est clair que nous, ce qu'on voit rien que sur Paris, c'est beaucoup les hôtels qui sont plus des 4-5 étoiles qui se bougent énormément sur ces questions-là. Nous, on a travaillé avec le Shangri-La. On voit que le groupe Best Western, par exemple, est très engagé sur ces questions. Et tous les palaces, aujourd'hui, ont une vraie politique derrière de responsabilité sociétale. À la fois pour choper leur, leur ranking palace ou 5 étoiles. Mais c'est clair que, heureusement, et oui, en face, quand on demande après à des Airbnb s'il y a des choses qui sont faites par rapport à leurs hébergeurs sur le green, sur le tri des déchets, sur la consommation d'eau, aujourd'hui, c'est eux qui décident. Donc c'est clair que ça va être une volonté de la part des dirigeants de la start-up, de la boîte, de se dire est-ce que c'est important pour nous ou pas. Et là, on est complètement dans une question de responsabilité sociétale. Ou derrière des pouvoirs publics d'imposer quelque chose. On verra. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est toujours la question après de voilà, est-ce que on a une espèce de carotte ou de bâton? Est-ce qu'on est plus sur la loi pour essayer de pousser en fait les boîtes à faire des choses, ou est-ce que derrière on leur dit faites-le parce que derrière ça va vous servir quoi. Mais sur les questions des labels, déjà dans l'hôtellerie et dans l'hébergement en France, c'est assez compliqué parce qu'on a quelques labels en France sur ces questions environnementales. Tu vas avoir le Clévert, Écolabel européen et Green Globe principalement. Il y en a quelques-uns après en marge à côté, mais c'est quand même les trois principaux. Et par exemple, l'Écolabel européen, ce qui se dit en ce moment à la FNOR, c'est qu'il y a quand même des gens qui se barrent parce qu'en fait, ils ne voient pas leur intérêt, leur plus-value en fait en tant que business, et qu'il y en a qui sont certains qui sont venus en fait sur le truc en disant bah, moi je vais faire l'Écolabel européen parce que ça va me rapporter du business, parce qu'il y a des consommateurs green qui vont venir. Mais en fait, vu que le label en tant que tel, en tant que marque, n'est pas reconnu par le grand public, les gens ne viennent pas par cette entrée-là. Donc c'est assez compliqué de les convaincre aujourd'hui. Rien que la ville de Paris, il y a quand même des difficultés aujourd'hui à pousser les hôteliers parisiens à aller sur de la labellisation ou de la certification hôtelière en termes de développement durable ou d'environnement. Donc c'est assez complexe. Ou derrière, il faudrait que ce soit limite... encore une fois, ouais, soit imposé par la marque en disant il faudrait que votre hébergement soit A, B, C, A, B maximum, quoi. Et derrière, sinon faites les efforts pour remonter. Ou derrière, en mode carotte mob, en mode carotte, c'est de se dire bah, tous les hébergements qui sont plutôt A, B en termes de consommation énergétique, et ben derrière on les met beaucoup plus en avant sur notre site plutôt que les autres, potentiellement. Après, c'est voilà, la capacité de mettre en place des ressources pour répondre à ces objectifs-là. C'est là, c'est clair, c'est là où quand on discute avec des acteurs de la consommation collaborative,
ils vont pas forcément prendre conscience en fait de tous ces enjeux-là parce que pour eux, ils sont déjà dedans. C'est pour ça qu'ils se considèrent limite intrinsèquement déjà dans le deal. Mais c'est vrai qu'après, en grattant un peu, ils pourraient aller plus loin sur d'autres aspects. C'est vrai que sur l'aspect, voilà, si on prend le côté, à la limite, économie circulaire, quoi, on va utiliser beaucoup plus voilà, un bien parce qu'on va le partager. Ce qui est logique et ce qui est complètement dans le sens de certains aspects du développement durable. Mais on pourrait voilà, peut-être pointer du doigt certains autres aspects. D'où l'étude d'Airbnb qui voulait justement montrer que c'était pas que la sharing economy, mais que ça allait peut-être plus loin. Mais il y a peut-être d'autres aspects. Et c'est vrai que c'est là où ça peut être intéressant de faire les liens et d'en discuter, quoi, tout simplement avec ces gens. Vas-y, vas-y. Pour l'instant. Pour payer la taxe de séjour et tout ça. C'est clair. Ah ouais. Complètement. Bien sûr. Ah oui, complètement. Ah ouais. Ah non, mais là, à 100% d'accord. C'est clair qu'il y a une vraie différence aujourd'hui voilà, de règles entre moi qui loue ma chambre d'amis sur Airbnb et l'hôtelier classique qui est à côté, quoi. Clairement. Et c'est beaucoup plus galère pour l'hôtelier de répondre à toutes les. Enfin, je voudrais pas aujourd'hui gérer un hôtel ou un resto par rapport à toutes ces règles. C'est une galère. Mais je peux les comprendre, mais c'est clair que c'est là-dessus, on n'est pas sur le, ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes règles. Alors qu'on est au final sur le consommateur, il va regarder les deux, quoi. Potentiellement, il va se dire est-ce que je vais plutôt sur Airbnb ou un autre, ou est-ce que je vais plutôt sur un hôtel. Et il pourrait comparer sans problème. Mais je le notais en allant très loin dans le truc, mais j'y crois pas du tout. Et c'est clair que c'est pas, ça doit pas aller, ça doit pas tendre vers ça demain, c'est clair. Demain, on doit trouver un juste équilibre entre tout ça et les règles doivent être aussi plus claires et plus équilibrées aussi. Parce que sinon, derrière, sinon ça va pas aller, ça va pas aller dans le bon sens, c'est clair. Et il faudra, et sur cette question de l'accessibilité est hyper importante, hyper importante. Et ça, c'est clair qu'il va falloir déjà sur la loi du 1er janvier 2015, c'est un petit peu galère à mettre en place, mais c'est parce que voilà, les acteurs traditionnels ont quand même de difficultés aussi derrière à se mettre aux normes parce que ça coûte cher, quoi. Donc c'est clair que tout ça, c'est assez complexe et il va falloir arriver à trouver un équilibre sur ces règles pour tous les acteurs. Comment on va avoir du boulot et bon, vu qu'on est français, il y aura des gens dans la rue encore.
Bah, des États ont la possibilité de détruire pas mal de choses s'ils le veulent, hein, s'ils arrivent à imposer des choses. C'est clair. Hein. Après, il va falloir arriver justement à trouver le bon degré. Hein, et ça, c'est au gouvernement d'arriver à savoir doser pour à la fois arriver quand même à garder de l'emploi ou de l'amélioration de la vie de certaines personnes par de l'économie collaborative pour certains, et en même temps arriver à trouver cet équilibre aussi en création d'emplois et pas de perte d'emploi, de banqueroute d'hôtels ou de restos ou autres. Et là, c'est tout l'enjeu, et qui est compliqué parce qu'il faut arriver justement à trouver cet équilibre. Et ça ne peut pas être évident, hein, à voir en niveau macro. Bah le Oui, bien sûr, clairement. Tout à fait, c'est clair. Ouais, sauf que les taxis ont l'air plus virulents en fait. Ouais, clairement, bien sûr. 250 000 euros. 250, je crois. Ouais. Mais clairement, c'est clair que là, on est complètement là-dedans, quoi. Quand on voit la virulence des taxis, à balancer des caillasses sur les VTC et sur les taxis qui font pas grève, c'est chaud, quoi. Oui, après, ouais, oui, oui, c'est certain. Après, il y a quand même, pour les agences, il y a quand même une capacité aussi des agences à, à se réveiller un peu. Parce que derrière, on le voit d'ailleurs, on le voit sur certaines dernières études, on dit que les gens reviennent un peu en agence physique ou parce que je sais pas, ils ont besoin d'un conseil sur mesure direct et tout. Pour moi, il y a toujours eu une complémentarité entre l'agence physique et l'agence en ligne. Après, c'est sûr que sur les nouveaux modèles aujourd'hui voilà, de Evaneos et consorts, faut voir sur la durée et on verra très bien ce que ça fait. Mais aujourd'hui, c'est des structures qui tournent. Mais ceux qui sont en train de galérer aujourd'hui dans le milieu du tour operating, euh, pour moi, c'est surtout des gens qui sont pas forcément très bons. Parce que des gens qui ont pignon sur rue aujourd'hui, mais qui aussi sont correctement bons en ligne, comme Voyageurs du Monde, tu regardes les résultats de Voyageurs du Monde sur ces dernières années, ça va quoi. Mais ils font 45% de leur chiffre en ligne, le reste ils le font derrière en physique. Et ça tourne. Mais c'est parce que derrière, il y a aussi une compréhension voilà, du business, du marché. C'est des entrepreneurs. Quoi. Il y a beaucoup d'agences de voyage, c'est pas forcément des entrepreneurs qui ont cette capacité de résilience à se dire oula, il y a un truc qui arrive, il faut que je m'adapte et tout ça. Quoi. Ils sont plus en mode oh, c'est bizarre, les gens ils viennent plus, merde. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est assez basique comme réaction. Moi, j'en vois, hein, j'en discute. Hein. Mais, je pense qu'il y a encore une large capacité de faire venir des gens en agence aujourd'hui. À la fois sur du web to store, à la fois sur changer d'attractivité pour faire venir les gens en agence. Je sais pas, mettre de la musique dans les agences, changer les vitrines, faire des trucs un peu plus jolis quand même. T'avais une question? Ouais, pardon.
Ouais, ce serait top. Et ce qui est intéressant en fait dans ce groupe, c'est que ça vient en fait d'en bas, ça vient en fait des gens qui sont propriétaires ou qui sont voyageurs, enfin les deux, qui font remonter des choses. Et ça, je trouve ça assez chouette, quoi, parce que ça permet vraiment d'essayer voilà, de vérifier directement quelque chose dont les consommateurs ont envie, quoi. Donc ça, c'est top. Ouais, bien sûr. Mm. Mm. On sera obligé d'y aller, quoi. Mm. Mm. Oui, parce qu'il y en avait plus de 400 à un moment donné, quand même. Enfin, c'était après. Ok. Ouais. Ah, les campings. Mm. Mm. Et on sait si c'est global aussi au niveau européen ou c'est spécifique à la France? Ok. Ouais. Ok. Ouais. Philippe? C'est clair que sur ces questions-là, il faudrait que la direction de la boîte s'engage et se dise, voilà, c'est important et je positionne, je nous... Enfin, le fait d'avoir une vraie responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est déjà de se dire, voilà où je me positionne, je veux aller là. Et pour nous, c'est important. Et à partir de là, de voir comment on va réussir à le découler de manière applicable, en fait, dans la boîte et forcément auprès de la communauté. Et c'est clair que c'est un énorme boulot, un énorme boulot.
Oui, sur la qualité. Oui, mais après, sur la qualité, je pense que c'est intéressant, sur la qualité de l'accueil, et ça, c'est clair que ça peut être important, parce qu'on est souvent, pour certains qui vont utiliser Airbnb, non pas uniquement sur une vision tarifaire réduite par rapport à de l'hôtellerie, mais aussi sur rencontrer un mec en face qui va peut-être nous donner quelques bons plans au niveau local, et sur quoi on va vraiment rencontrer l'autre quand même un minimum. Ce côté déclaratif pour savoir que le mec il est bien là, qu'il va bien te filer des infos, je pense que c'est assez important. Mais clairement, si derrière on veut basculer ça sur un côté beaucoup plus green et même beaucoup plus développement durable dans son ensemble, bah là il va falloir à la fois qu'il y ait une prise de conscience déjà des consommateurs, des visiteurs, pour se dire c'est important pour moi et je vais regarder ces détails-là dans l'hébergement, et en même temps de l'autre côté, la personne qui accueille aussi, d'accueillir la personne en présentant des choses qui sont liées à ça. Et donc il y a un double défi, quoi. Il faut que les acteurs soient honnêtes. C'est-à-dire que soit ils ont envie de rentrer dans une démarche durable, et c'est eux qui sont porteurs de convictions, de valeurs, de principes, et qui intègrent dans leur modèle, soit autrement ça va être une forme de mise en relation entre une offre et une demande, et on va tourner dans un système économique relativement classique. C'est ça, oui. Et considérer que parce qu'on rentre dans le collaboratif, on est dans le C'est un raccourci assez rapide. On est d'accord. Ouais. Non, mais c'est clair que là-dessus, ce qui va être très compliqué, en fait, c'est que ces grosses boîtes ont été capitalisées très fortement. Donc, on est sur un des soucis qui est lié aussi au développement durable, qui est lié à l'actionnariat des boîtes. En fait, plus tu vas avoir des actionnaires extérieurs, en fait, qui vont rentrer dans des boîtes, plus en fait les objectifs liés à des enjeux du développement durable vont être difficiles à atteindre, parce que ces actionnaires, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est retrouver leur bille et faire du fric. Donc forcément, derrière, en fait, si tu as plus de 50% en fait, qui sont des actionnaires en fait, qui ont juste un objectif financier, et ben derrière, ils valideront jamais en fait, des choses qui sont liées au développement durable. Et c'est ce que disaient Rial, Capestan et donc les 4 potes de Voyageurs du Monde. Ils disaient le jour où nous 4, on a moins de 50% en fait, de nos parts, parce que les autres sont des actionnaires minoritaires qui ont un objectif purement financier avec des fonds derrière, eh bien, on ne pourra jamais faire ce qu'on fait actuellement. Ça veut dire avoir notre fondation Voyageurs du Monde, insolite bâtisseur, filer je ne sais pas combien de soutien à nos salariés par rapport à du soutien lié à des mutuelles complémentaires, etc. On ne pourrait plus le faire. Parce que les dirigeants de l'entreprise, c'est plus eux, c'est les actionnaires. Donc il y a un lien très fort entre le développement durable en fait, et les actionnaires qui est compliqué. Et c'est clair que voilà, une boîte comme Uber, Uber, non, on ne peut plus vraiment appeler ça de la sharing economy. De toute façon, Uber aujourd'hui, moi quand j'étais là en Chine dernièrement
Et il y avait le patron de Uber Asie, et donc il était fou, hein, il y avait plein de choses à faire. Hein. Et c'est clair que on sait très bien que Uber, leur business, c'est pas le VTC, c'est toute la data qu'il y a derrière et qui va permettre de faire des milliards de choses. Et c'est certain que forcément il y a un intérêt de tous les investisseurs internationaux. Après, sur le business de Blablacar en Inde, je vais quand même leur dire bonne chance parce que je pense que ce sera pas évident parce qu'il y a tellement de... Ouais. Ah ben ça va... Ouais. Ah oui, complètement. Oui, complètement. Mais ils vont complètement hacker en fait le système des transports dans ces pays-là. Et ça veut dire que ça peut être très dangereux. Donc c'est là où leur responsabilité sociétale en fait d'un Blablacar dans ce genre de pays doit être hyper vigilante et se poser la question. Notre responsabilité, c'est justement de faire qu'on casse pas tout le système et qu'on foute une espèce de gros bordel en fait sur les transports dans ces pays. Parce que si tu as tout le monde qui fait plus que ça, tu bousilles en fait les transports en commun dans ces pays, tu résous pas du tout les problèmes de pollution dans ces pays, et donc tu t'es plus un problème qu'une solution. Alors que l'objectif de Blablacar à la base c'est d'être une solution. Et donc là leur responsabilité, et c'est pour ça que je dirais à Blablacar, ayez une vraie politique de développement durable et de responsabilité sociétale, parce qu'aujourd'hui ça devient important pour vous. Mais oui. 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 Non, mais ils ont une vraie responsabilité. Ça, c'est clair. Sur les parties prenantes locales, il peut y avoir un impact, et là on est complètement sur ces questions de développement durable. Mais oui, non, mais c'est clair qu'il serait justement notre rôle, nous et avec ATD, acteurs du tourisme durable, on est une asso à dire un peu les choses, ce serait aussi justement de pointer du doigt certains éléments et de faire un peu de lobbying aussi pour dire attention, parce que c'est ça aussi. Ouais. Est-ce que tu as contacté une catégorie de parties prenantes dont on n'a pas parlé, je crois, sauf si ça m'a échappé, ce sont les assureurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Toutes les principales boîtes que moi je connais sur ce créneau ont toutes, oui, mais ont toutes fait un deal avec un assureur à la base. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que quand tu vas chez Airbnb, il y a une assurance prévue dedans. Quand tu vas louer ta bagnole via Drivey, tu as une assurance directe. Donc tout est géré dès la base, un deal entre la start-up et un assureur. Et l'assureur, bien sûr, récupère des pépettes à chaque fois, un bon petit pourcentage. Mais quand tu vas sur Airbnb, il t'explique clairement que ton logement est assuré jusqu'à 700 000 € de dégâts. Donc les mecs peuvent foutre le bordel chez toi. C'est ce qu'ils disent. Après, j'ai jamais testé. Hein. Il y avait une Russe qui devait venir pour Nouvel An, mais on a refusé. On s'est dit que c'était un peu dangereux. Je vais donner juste un chiffre parce que, visiblement, les chiffres n'ont pas encore décollé chez nous ici en Europe. Quand j'étais au Gabon, j'ai fait le compte satellite du tourisme, on en avait parlé, et on a été très surpris, donc en 2008-2010, donc récent, de voir que sur 100 nuitées, il y en avait 60 qui étaient dans l'hébergement collectif commercial, c'est-à-dire les hôtels et établissements assimilés, définition de l'OMT, mais 40 chez l'habitant ou ailleurs.
Et pourtant, le Gabon est reconnu comme étant un pays très touristique. Alors, qui sont ces gens-là? Il y a des familles, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, et effectivement, on s'aperçoit que les hôtels ont des graves problèmes de remplissage, puisqu'il y a, à cette échelle-là, il y a un effet de pompage de la clientèle très important. Donc, je ne sais pas si on a des chiffres de l'INSEE concernant cette répartition des clientèles entre l'hébergement collectif commercial en France et ailleurs. Et ça pourrait être intéressant de suivre ça en Inde ou en Chine ou ailleurs. Parce que ça peut être une proportion colossale. Oui, mais complètement. Mais c'est vrai que ce chiffre était assez étonnant. Quand tu me l'avais montré là, sur le Gabon, c'était assez fou. Mais en France, je l'avais dit la dernière fois, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour avoir des chiffres à peu près beaucoup plus cohérents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on étudie quand même principalement, c'est les hôtels et les campings. Et le reste, limite, c'est dans une case, c'est autre. Et là, je pense qu'on aurait un vrai travail, justement, de collaboration aussi avec ces acteurs-là, avec les Airbnb, Bedicasa et autres, pour essayer de comprendre quels sont les véritables chiffres. Après, la dernière fois, j'avais envoyé un mail à Nicolas Ferrari, justement, donc directeur d'Airbnb France, pour lui poser la question. T'as pas des chiffres, des vrais chiffres, hein, balance pas juste tes communiqués de presse, juste des vrais chiffres. Il me disait, mais non, j'ai que ça, quoi. Et je trouvais ça hyper chelou, parce que bon, ça me paraît quand même étonnant qu'ils aient pas des vrais chiffres, quand même, sur. Mais ce serait quand même assez intéressant de pouvoir. Si demain on veut arriver à avoir des vrais chiffres sur à la fois l'impact économique du tourisme international en France et du tourisme intérieur et du nombre de touristes, ces acteurs, il faut les impliquer dès le départ dans les réflexions. Ces acteurs-là et même les acteurs beaucoup plus classiques que sont J2 France et consorts. Mais aujourd'hui, c'est pas plus le cas, quoi. Et je pense que là, il y a un vrai boulot à faire, quoi. Mathias Feckel. Si tu le regardes. Si tu le regardes. D'autres réflexions? Non? Bon, on a quelques jus et une bouteille. On est pauvres, on n'a plus d'argent, c'est la rentrée. Et moi, je vais devoir vous laisser parce que je dois aller à Strasbourg ce soir. Parce que j'ai une réunion demain à 9h avec la région Alsace. Pour manger des bretzels. Donc merci. Prochain rendez-vous, donc 3e jeudi de février, sur le thème, je ne sais pas encore. Mais si vous avez une idée, mon mail est là, et vous pouvez m'écrire, et derrière, je vous dirai si c'est cool comme thème ou pas. Et merci au Welcome City Lab pour leur superbe accueil.